Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Ici, Danny Haiphong, et j'ai un invité de retour avec moi, Scott Ritter, ancien officier de renseignement du corps des Marines américains, analyste géopolitique, journaliste et bien plus encore. Scott, j'apprécie que vous vous joigniez à moi aujourd'hui. Nous vivons en effet une période historique très intense sur le plan géopolitique. Je voulais commencer par vous interroger sur un phénomène qui m'intrigue beaucoup. Nous savons que le gouvernement syrien s'est effondré, mais Bachar el-Assad se trouve actuellement à Moscou. Un aspect important de cette situation géopolitique catastrophique est que les soi-disant rebelles syriens, dont beaucoup ne sont pas syriens, qui ont finalement pris le pouvoir, menés par Hayat Tahrir al-Sham, ont fini par saccager l'ambassade d'Iran. De nombreux soupçons pèsent sur l'implication de la Russie dans cette affaire. Certains m'ont demandé si la Russie était au courant de ce qui allait se passer, puisque les soi-disant rebelles n'ont pas touché à l'ambassade russe. Certains se sont également demandé si la Russie avait compris qu'un transfert de pouvoir était imminent, suggérant que la Russie n'était peut-être pas directement impliquée, mais qu'elle coordonnait ses activités pour s'assurer que ses intérêts restaient intacts. Scott, que pensez-vous de tout cela? On a beaucoup discuté de ce qui se passait exactement, et des rôles joués par la Russie et d'autres acteurs régionaux alliés au gouvernement syrien. Tout d'abord, nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Il ne s'agit que de spéculation. Il faut donc commencer par là. Établissons le contexte. La Russie est présente en Syrie à l'invitation du gouvernement de Bachar el-Assad. Il n'y a pas d'autre légitimité à la présence de la Russie en Syrie, et la seule mission de la Russie est de soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad. La Russie n'est pas en Syrie pour sauver le monde ou pour projeter une puissance militaire à travers la Méditerranée. Elle y est parce qu'elle a été invitée à aider à stabiliser le gouvernement de Bachar. Nous devons envisager les choses sous cet angle. En 2018, la Russie aurait approché le gouvernement Assad et indiqué que son armée était en plein désarroi et devait être réorganisée de fond en comble. Je pense que les Russes ont également mentionné la corruption qui prévaut en Syrie, en particulier au sein de l'armée. Les chefs militaires sont corrompus, et le système tout entier est corrompu. Il faut également réformer ce système. Cependant, d'un point de vue essentiellement militaire, les Russes ont déterminé que l'armée syrienne était incapable de tenir seule. Si elle a survécu, oui, certaines forces syriennes se sont battues vaillamment. C'est en grande partie grâce à la puissance aérienne russe et à l'intervention de l'Iran et de ses mandataires. La Russie a été rejetée par Bachar el-Assad et son gouvernement, principalement parce que les personnes que la Russie cherchait à réformer étaient celles-là même qui s'étaient ralliées à Assad et s'étaient tenues à ses côtés. Assad n'était pas en mesure de mettre en œuvre des réformes susceptibles de saper les structures de pouvoir corrompues qu'ils avaient établies. N'oublions pas que la Syrie est un pays soumis à de sévères sanctions économiques. La première conséquence des sanctions est l'émergence d'un marché noir, avec pour conséquence une économie et une mentalité de marché noir, ce qui signifie qu'une grande partie de la vie en Syrie fonctionne en dehors du cadre légal normal, favorisant la corruption. L'Iran est un autre sauveur supposé de la Syrie. Le gouvernement syrien a refusé et les Russes s'y sont également opposés, car la Russie avait conclu un accord avec Israël, selon lequel elle ne permettrait pas aux forces iraniennes, qui étaient venues aider à repousser les forces antigouvernementales, d'établir une présence militaire permanente à grande échelle en Syrie, axée sur le Hezbollah et le renforcement de l'axe de la résistance. La Russie a affirmé que la Syrie ne deviendrait pas une rampe de lancement pour une agression contre Israël soutenue par l'Iran. Toutes ces dynamiques étaient donc en jeu. Les forces russes étaient là pour stabiliser la Syrie et chaque déploiement russe visait à stabiliser la situation. Nombre de ces déploiements visaient à assurer la protection du personnel russe. En ce qui concerne vos commentaires, quelqu'un a posé une question sur le S-400 et a demandé pourquoi il n'abattait pas les avions israéliens. Avec tout le respect que je vous dois, le gouvernement syrien n'existe plus. Que voulez-vous que la Russie défende?
Les S-400 n'ont jamais été déployés pour protéger le gouvernement syrien. Une fois le gouvernement syrien tombé, quelle que soit la position de la Russie, l'armée de l'air israélienne avait pour objectif de détruire l'infrastructure militaire et militaro-industrielle de la Syrie pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des forces qui ont pris le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Il n'incombe pas à la Russie de répondre aux attentes des gens à son égard. Son rôle était d'aider à stabiliser la situation. Elle l'a fait avec succès, bien qu'à un coût élevé. La Russie a ensuite exprimé son désir d'aider aux réformes, à la stabilisation et à la restructuration pour assurer la durabilité, mais elle a été repoussée. Cela ne signifie pas que la Russie a tourné le dos à la Syrie, elle doit plutôt donner la priorité à ses intérêts nationaux. Il n'est pas dans l'intérêt national de la Russie de se sacrifier pour la Syrie. On ne peut pas attendre de la Russie qu'elle soit plus syrienne que la Syrie elle-même. C'est là le nœud du problème. La Russie a-t-elle conclu un accord à l'avance? Je ne le pense pas. Je ne crois pas que cela se soit produit. Tout d'abord, pour conclure un accord, il faut être conscient de l'évolution de la situation. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui prétendent qu'ils savaient avec certitude que cela allait se produire et conduire à l'effondrement du régime d'Assad. Au départ, je considérais que la Syrie disposait d'une armée de 170 000 soldats et de 50 000 réservistes qui s'étaient battus avec succès pour reconquérir de nombreux territoires. J'ai supposé que leur performance serait à l'image de celle-ci. J'ai reconnu que la Syrie avait été démobilisée et que de nombreux jeunes conscrits n'étaient peut-être pas des vétérans aguerris au combat. Sous la pression initiale des Hayat Tahrir al-Sham, il semblait que les Syriens auraient pu battre en retraite pour se renforcer et se regrouper, ce qui est attendu d'une nation comptant 170 000 soldats, dirigés par des commandants expérimentés. Ils bénéficiaient de l'appui d'une force aérienne russe capable de fournir un soutien aérien rapproché et étaient renforcés par des conseillers iraniens et des renforts potentiels de mandataires iraniens. Cette évaluation n'était pas déraisonnable. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus 170 000 soldats prêts à se battre et à mourir pour la Syrie. L'armée syrienne n'existait plus que sur le papier. Pourquoi cela s'est-il produit? Les Russes ont anticipé des problèmes de ce type en 2018. Ils ont prévenu que la situation était fondamentalement insoutenable, mais la Russie a-t-elle réalisé qu'il s'agissait d'un château de cartes, qu'un seul coup de pouce pouvait tout faire s'écrouler? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que quiconque l'ait prédit. Et pour tous ceux qui accusent la Turquie, je ne pense pas qu'elle l'ait vu venir non plus. Je pense que les Hayat Tahrir al-Sham ont lancé une offensive limitée pour reprendre l'autoroute M4 que les Russes et les Syriens avaient prise lors de la dernière phase de leur offensive avant le cessez-le-feu conclu à Astana. Ils ont enfoncé le couteau et n'ont rien touché, alors ils ont continué à avancer. Ils sont entrés dans Alep, où des cellules dormantes ont signalé qu'il n'y avait pas d'opposition. Ils sont entrés dans Alep et s'en sont emparés. Je ne pense pas que cela ait été prémédité. Ils se sont ensuite demandé jusqu'où ils pouvaient aller et ont continué à avancer. La situation s'est tout simplement effondrée. Je ne pense pas que la Russie l'ait prévu. L'intensité du soutien aérien russe au début de l'opération témoigne de leur engagement. Les Russes ont effectué de nombreuses sorties pour tenter de changer la situation. Les Russes n'ont pas dit « oublions ça, rendons-nous », mais ils ont engagé tout ce qu'ils avaient, malgré des ressources limitées, pour résoudre la crise. L'Iran a dépêché des généraux et prévu d'envoyer des troupes et de mobiliser les milices populaires d'Irak. Elles se sont rendues à la frontière. À leur arrivée, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas demander aux gens de se battre pour la Syrie, alors que l'armée syrienne ne voulait pas se battre pour la Syrie. En fin de compte, l'armée syrienne s'est simplement rendue et s'est dissipée. Personne n'a défendu la Syrie, pas même la population syrienne. Il aurait été intéressant de voir ce qui se serait passé dans les villes syriennes si la population avait décidé de former des groupes d'autodéfense pour se protéger. Ils n'ont pas pris cette initiative. Il n'y a eu aucune défense, littéralement aucune défense du régime Assad, ce qui a entraîné un effondrement total. C'est ainsi que le Hayat Tahrir al-Sham s'est complètement installé. Pour moi, la preuve irréfutable que rien de tout cela n'était prévu est que Gélani est maintenant en charge de Damas.
Dans quelle réalité un chef d'Al-Qaïda qui a tué des Américains et contribué à la création d'ISIS peut-il soudainement prendre les rênes de Damas? Les gens prétendent que les Turcs ont orchestré cela. Les Turcs ont un gouvernement en exil en Turquie, composé de Syriens qui pourraient enfiler des cravates dans leurs chemises surchargées et être transportés à Damas pour prendre le pouvoir. Si cette opération avait été planifiée par les Turcs, c'est ce qui se serait produit. Mais ce n'est pas le cas. Les membres du gouvernement syrien en exil sont restés dans leurs hôtels en Turquie, pris au dépourvu, et c'est ce qui s'est passé. Personne ne l'avait prévu. Au moment de l'effondrement, la Russie a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas, mais qu'elle défendrait ses intérêts. Regardez ce qui s'est passé. Tous les avant-postes russes sont restés indemnes, et la Russie est en train de les ramener à l'attaquer. La Russie doit donc réfléchir à la suite des événements. Les Russes ne sont présents que sur invitation d'un gouvernement qui n'existe plus. Ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits. La Russie ne peut pas faire valoir ses droits. Ils devront engager des discussions avec le gouvernement qui émergera pour déterminer leur sort. Si ce nouveau gouvernement exige le départ des forces russes, celles-ci devront partir. La Russie ne va pas renforcer, envahir ou occuper. La Russie n'a pas l'intention de renforcer, d'envahir ou d'occuper le pays. Je comprends que beaucoup soient frustrés et irrités par cette situation, mais c'est la réalité. Telle est la réalité. La Russie fonctionne comme une nation respectueuse de la loi. Je trouve ces questions amusantes. Est-ce que je fais partie des opérations psychologiques? Je ne sais pas. Êtes-vous aussi un analyste géopolitique? Beaucoup de gens sont actuellement frustrés et mécontents du résultat. Je partage leur mécontentement. Je pense que c'est un résultat épouvantable. C'est un résultat terrible pour presque toutes les personnes impliquées. Ceux qui font la fête dans les rues en ce moment, je l'ai déjà dit et je le répéterai, je les méprise. L'auteur du livre est Monsieur Démocratie numérique. Il a voyagé au Moyen-Orient et a écrit un livre sur ses expériences là-bas. Il y discute de la démocratie numérique et de la façon dont les médias sociaux pourraient transformer le Moyen-Orient. Il est ensuite devenu employé du département d'État. Il a travaillé pour Hillary Clinton. Et ce Jared Cohen, vous faites référence à Jared Cohen. Le voilà, oui. Jared Cohen est donc entré en Syrie et a tenté de persuader le gouvernement syrien de la nécessité d'ouvrir Internet afin de garantir la liberté d'expression et tout le reste. La CIA est intervenue et a déclaré « Oui, merci. Nous allons également utiliser diverses organisations non gouvernementales. Et nous formerons des individus à l'utilisation d'appareils photo numériques, de liaisons montantes par satellite, à l'utilisation des médias sociaux pour contrôler le récit. C'est ce qu'ils ont fait pendant le printemps arabe en Égypte. Examinez le rôle qu'ils ont joué et la manière dont ils ont été utilisés pour renverser le gouvernement égyptien. Ils ont tenté de le faire en Iran lors de la Révolution verte. Vous souvenez-vous que Jared Cohen est intervenu auprès de Twitter de manière célèbre ou infâme, selon votre point de vue? Il a déclaré « Vous ne pouvez pas supprimer Twitter pour des raisons de maintenance, parce que Twitter est actuellement essentiel pour diffuser des messages sur l'Iran, sur le réseau des médias sociaux, dans le cadre de cette guerre de l'information qui se déroulait. » Voici Jared Cohen. Il a mis en place tout un réseau de ces communautés, avec la CIA et d'autres, à l'intérieur de la Syrie qui aujourd'hui, au fur et à mesure que les troubles se développent après 2011, troubles qui n'ont pas été initiés par une révolte populaire, mais par des djihadistes qui avaient été préparés. Lorsque les villages ont été restaurés, ils ont été financés par l'argent saoudien, qui a commencé à rajeunir le secteur agricole de la Syrie, et avec l'argent saoudien, sont arrivés des imams saoudiens, des wahhabistes, des salafistes. Ils sont entrés dans les villages et ont commencé à créer des problèmes à l'intérieur des villages, du haut en bas de l'échelle. C'est ainsi que sont nées ces bandes de salafistes. Enquêtez sur ce qui s'est passé dans les premières phases de cette révolte en 2011. Il ne s'agit pas d'un soulèvement spontané de la population syrienne. Il s'agit d'un groupe d'individus arrivant à moto et se dirigeant, avec Djizar al-Shagour, vers la frontière turque. En fait, ces voyous entrent dans le pays et en prennent le contrôle, ce qui crée un problème.
Les Turcs leur font parvenir des armes en contrebande. Il ne s'agit pas d'un soulèvement spontané. Il s'agit d'un soulèvement orchestré par des salafistes qui cherchent à radicaliser une population. C'est ce qui s'est passé ici. L'argent a afflué. La CIA a mis en place un système pour transporter des armes hors de Libye, des milliards de dollars d'armes, et les faire passer par la Turquie. Le gouvernement turc a soutenu ce système appelé Shifted. Il est donc passé du statut d'ami de Bachar el-Assad à celui de dictateur qui massacre son propre peuple et doit être chassé du pouvoir. Voilà ce qui se passe. Il ne s'agit pas de la guerre civile syrienne. Il ne faut jamais parler de guerre civile syrienne. Ce n'était pas une guerre civile syrienne. Il s'agissait d'un gouvernement syrien luttant contre des forces extérieures qui tentaient d'opérer un changement de régime en Syrie. Telle est la réalité de Bachar el-Assad. Même s'il comprend que des réformes sont nécessaires et qu'il aspire à les mettre en œuvre, il ne peut pas. Comment peut-on réformer une nation qui est assiégée? Il doit donc s'appuyer sur la structure de pouvoir existante. Il s'agit des généraux et des gouverneurs corrompus. Comme nous sommes en temps de guerre, les gens ont tendance à oublier la corruption et à se concentrer sur le salut de la nation. Et ils ont connu une période extrêmement difficile. Ils ont été vaincus. Vous avez vu la carte. Vous avez vu la carte. Alors que le gouvernement syrien est contraint de se retirer d'ici, ISIS intervient, Idlib tombe et se réduit à ce minuscule bastion autour de Damas. Escott Ritter Qassem Soleimani, l'Iranien. Les Iraniens collaboraient pour aider d'autres Syriens, mais ils ont reconnu qu'ils avaient besoin d'une intervention décisive qu'ils ne pouvaient pas fournir. Il s'est rendu à Moscou et a obtenu la participation des Russes à l'invitation de Bachar el-Assad. L'armée de l'air russe est arrivée et s'est avérée déterminante. L'armée de l'air russe, en collaboration avec les mandataires iraniens, a réussi à stopper la retraite de l'armée syrienne, à la rétablir et à faciliter une contre-offensive. Elle a réussi à sauver la situation. Mais maintenant, c'est fini. En 2018, les Russes se tournent vers Bachar el-Assad et lui disent « Vous devez réformer votre armée. Elle est cassée. Elle est corrompue. Elle ne fonctionnera pas. Elle n'est pas viable. » Mais Assad est assis là et se dit « Ce sont les personnes qui m'ont sauvé. Et maintenant, vous voulez que je l'approche et que je lui dise « Non. Au fait, vous êtes viré, vous êtes viré, vous êtes viré, et tous les gouverneurs doivent partir. Nous allons mettre en place une nouvelle institution et priver de leurs droits tout ce que vous avez combattu pour préserver. » Assad a dit non. Les Iraniens sont entrés en scène et ont dit « Puisque nous savons que vos hommes ne peuvent pas se battre de manière indépendante, nous devons intervenir et les soutenir. Nous devons faire venir des chefs militaires iraniens. » Vous vous souvenez qu'à l'époque, il était question que les Iraniens viennent prendre le contrôle de la défense aérienne syrienne. Ils ont déclaré « Nous viendrons. Nous vous fournirons tous les équipements de défense aérienne. Nous le moderniserons pour que vous puissiez protéger votre ciel contre Israël. » Les Russes ont répondu par la négative. La Russie a affirmé que vous ne pouviez pas faire cela. Nous sommes parvenus à un accord avec les Israéliens selon lequel vous pouvez entrer, et nous allons entrer, et nous ne voulons pas qu'Israël intervienne. C'est pour sauver Assad, repousser ses puissances extérieures, mais que vous n'avez pas le droit de transformer la Syrie en une base permanente de l'axe de la résistance qui menace Israël. Les Russes les ont donc repoussés. De plus, Assad a fait de même. C'est un dirigeant alaouite d'un État majoritairement sunnite. Et que pensez-vous qu'il se soit passé psychologiquement pour les généraux et les gouverneurs sunnites lorsqu'un groupe de chiites venus d'Iran est entré et a commencé à coller des affiches de Qassem Soleimani, de l'Ayatollah Khomeini et d'Hassan Nasrallah? Si vous êtes de... C'était démoralisant. Bachar el-Assad lui-même a déclaré « Non, nous devons réduire la présence iranienne. » Il a donc rejeté les réformes russes, refusé l'aide iranienne et n'a rien fait pour sauver son armée. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez des conscrits. Peu importe la façon dont vous les habillez. Ces individus avaient de nouveaux uniformes, de nouvelles armes, tout. En quoi croyaient-ils? L'armée syrienne s'est déjà battue pendant de nombreuses années pour sauver la Syrie, mais pour sauver une Syrie qui se réformerait ensuite pour s'occuper de la population syrienne. Mais tout ce qu'ils reçoivent, ce sont des sanctions supplémentaires. Danny Haiphong. Je veux.
Ces sanctions conduisent à une économie de marché noir plus importante qui est encore plus manipulée par les êtres corrompus pour se donner du pouvoir. Il en résulte une façade, un véritable village Potemkin auquel tous ceux qui ont soutenu la Syrie ont adhéré. Il serait intéressant d'interviewer Vanessa Billy et de découvrir pourquoi elle croyait ce qu'elle croyait. Elle résidait là-bas. N'a-t-elle pas observé ce qui se passait? Je suis à peu près certain que le ministère russe de la Défense recevait des rapports des officiers russes concernant la corruption et la difficulté de la situation. Et je suis sûr que le gouvernement russe discutait avec Bachar el-Assad de la nécessité d'entreprendre des réformes. Mais pourquoi Vanessa et d'autres personnes n'ont-elles pas perçu cela alors qu'elles se déplaçaient au milieu de tout cela? Pourquoi ont-ils cru qu'Assad était ce dirigeant tant aimé et que l'armée syrienne était cette formidable machine prête à défendre la Syrie jusqu'à la mort, alors que tout ce que le HDS avait à faire était de souffler et de faire exploser la maison comme ça? La Russie est donc à blâmer? La Russie est de connivence? La Russie a trahi la Syrie? C'est loin d'être le cas. La Russie a agi conformément à ses intérêts et a tenté de soutenir la Syrie autant que possible. Mais on ne peut pas être plus syrien que la Syrie. On ne peut pas demander aux soldats russes de sacrifier leur vie pour une cause en Syrie pour laquelle l'armée syrienne n'est pas prête à mourir. Et l'armée syrienne s'est tout simplement rendue, elle s'est retirée. Pourquoi? Parce que plus personne ne croyait en Bachar el-Assad. Et où était Bachar el-Assad? Le lion de Damas. Avez-vous observé? Vous pouvez critiquer Zelensky autant que vous voulez, et je le fais. Zelensky est allé au front. Zelensky interagit avec les soldats ukrainiens. Zelensky prononce des discours passionnés. Où était Assad? Où était Assad? Quand s'est-il rendu sur la ligne de front et a-t-il réuni ses généraux? Quand a-t-il enfilé une tenue de camouflage pour se rendre sur la ligne de front, examiner une carte et commencer à diriger la bataille, parce qu'il est le président? Il n'a rien fait de tout cela. Il est resté silencieux, silencieux. Puis il s'est envolé. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre que Bachar el-Assad pour la situation en Syrie. Oui, eh bien, je pense, brièvement, mon évaluation. Parce que je veux parler d'Israël maintenant, dans le temps qui nous est imparti. Mais dans mes évaluations, basées sur ce que nous savons, je crois que de nombreuses personnes sont désireuses de projeter des choses que nous ne connaissons pas sur cette situation. Cependant, ce que nous savons, c'est que les dernières années du gouvernement syrien sous la direction d'Assad ont été exceptionnellement difficiles. Au cours de l'année écoulée, depuis le génocide de Gaza, j'ai été véritablement surpris de voir à quel point le gouvernement syrien a été silencieux, même à l'approche de ce génocide. Il me semble que la Syrie a fait, pendant cette période, de nombreux efforts pour se réintégrer dans le giron régional. Et il semble que la combinaison, et je pense que beaucoup sous-estiment cet aspect, je suis heureux que vous en ayez parlé tout à l'heure, l'impact des sanctions de César, je veux dire, les conditions dévastatrices qui prévalent en Syrie à ce jour, et qui ne feront que s'aggraver, jouent certainement un rôle massif dans l'affaiblissement de la force d'un gouvernement et de l'autorité d'un dirigeant, sans parler de toutes les forces que vous venez d'évoquer, et qui jouent un rôle historique dans le présent, car nous ne savons toujours pas dans quelle mesure la planification a eu lieu. Je comprends qu'il y ait un élément de surprise quant à la réussite de l'opération, mais il est indéniable qu'il y a eu des plans continus pour renverser le gouvernement syrien, même si des négociations ont eu lieu pour normaliser les relations, que ce soit avec la Ligue arabe, la Turquie, la Russie et le processus d'Astana. Il est évident que les forces visant à renverser le gouvernement syrien et à continuer à l'affaiblir ont été constamment engagées dans cette voie. Et je pense que nous découvrirons dans les prochains jours que Bachar el-Assad, il semble que certains rapports suggèrent qu'il est fini. Il ne pouvait tout simplement plus résister à cette pression. Ces dernières années, j'ai moi-même été curieux à ce sujet. Mais Scott, je voulais faire une transition. En fait, permettez-moi de faire rapidement un commentaire à ce sujet. Je ne dirais pas que c'est une erreur. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes Bachar el-Assad et que vous êtes désespéré, vous évaluez une nation qui a enduré une guerre. Il s'efforçait de réintégrer la Ligue arabe. Et soudain, nous avons vu toutes ces nations, car rappelez-vous, qui a financé Al-Qaïda? Qui a financé Al-Nusra? Qui a financé ISIS? L'Arabie Saoudite.
le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Et soudain ils disent tous, « Hé, mon pote, nous t'adorons. Viens dans notre capitale. Voici un peu d'argent et tout ça. » Je crois que ce que nous allons découvrir, parce que tout le monde se concentre sur Israël, 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 Israël. Je pense que vous découvrirez que Riyad, que Bachar el-Assad et la Syrie ont été trahis par les Arabes. Qui, rappelez-vous, c'est l'Arabie Saoudite qui a initialement créé les djihadistes et qui gère les djihadistes d'un point de vue religieux. Je pense que vous découvrirez que les fonds arabes qui commençaient parce que Bachar el-Assad a évité les réformes russes et la présence iranienne en échange d'une réintégration dans la Ligue arabe, et les fonds arabes qui affluaient étaient assortis de nombreuses conditions. Non seulement des conditions officielles, mais aussi des conditions dont Bachar el-Assad n'avait pas connaissance, comme celle de la CIA. Lorsque vous commencez à introduire autant d'argent dans une nation aussi corrompue, c'est ce qui fait la force de la CIA. Elle identifie les points faibles. Et croyez-moi, une fois que votre priorité passe de votre nation à la richesse, la CIA s'en apercevra. Le MI6 le découvrira. Et voilà que l'argent arabe arrive. Et je crois qu'ils ont facilité la dissolution du régime Assad en soudoyant des individus. Et je pense qu'il y a une quantité substantielle d'argent qui est entrée là. Nous le découvrirons, mais nous verrons. Examinez les structures de pouvoir qui subsistent. Observez ce qui, après le départ d'Assad, aurait dû s'effondrer et ce qui ne s'effondre pas. Cela vous permettra de savoir où est allé l'argent et qui a été compromis, etc. Le seul facteur inattendu dans cette affaire est que je ne pense pas que quiconque ait anticipé que le Hayat Tahrir al-Sham l'emporterait. Je pense que les structures du pouvoir étaient prévues pour une victoire de l'armée nationale syrienne. C'est l'ANS qui aurait dû marcher sur Damas en brandissant son drapeau. Le Hayat Tahrir al-Sham n'a jamais été censé faire quoi que ce soit au-delà d'Idlib et d'Alep, mais comme les Hayat Tahrir al-Sham ont progressé si rapidement, ils n'ont pas, certains d'entre eux par exemple, j'ai entendu dire qu'il y avait un général syrien qui était chez lui. Les Hayat Tahrir al-Sham sont entrés et l'ont tué. Je crois que c'était sa résidence parce qu'il avait accepté l'argent, et il était censé être la personne à laquelle ils ont fait appel pour reconstruire l'armée syrienne et tout le reste. Je pense qu'il y a de nombreux anciens Assad qui ont accepté l'argent et qui pensaient qu'ils seraient les piliers de ce qui allait suivre. Mais comme le Hayat Tahrir al-Sham est intervenu si rapidement, ils vont perdre la tête. Mais je crois que le fait est qu'Assad a fait confiance au monde arabe et que le monde arabe l'a trahi, comme il a trahi tout le monde. Je veux dire, je suis sûr que nous pourrons parler de la Palestine plus tard, mais le peuple palestinien a été trahi par les Arabes une fois de plus, car l'effondrement de la Syrie a placé la cause de la Palestine dans une situation très, très difficile. Mais maintenant, nous pouvons... Je m'excuse, je voulais juste ajouter cela.